Merci à toute l'équipe de Rêve pour cette magnifique organisation. Merci à vous tous d'être là. Moi j'ai de la lumière dans la figure, mais en fait il y a plein de lumière derrière, sauf que c'est supralumineux, donc on ne la voit pas, mais on la sent. En plus c'était un régal, ces 2 jours, de pouvoir entendre des intervenants différents, parce que moi j'ai le même problème que toi, Eric, c'est-à-dire que je ne comprends pas grand-chose à ce que vous avez dit. Parce que je représente une médecine qui vient un petit peu de l'autre côté de la planète, donc qui est un petit peu hors du temps. Mon titre, disons, en anthropologie médicale, ce serait plutôt ethnomédecin que médecin, c'est-à-dire que c'est une médecine ethnique qui vient d'une autre culture, qui vient d'un temps que les moins de 2000 ans ne peuvent pas connaître, pour ceux qui connaissent la chanson, et qui est en plus une médecine impériale, qui remonte à une époque impériale. Alors le bon côté, et c'est pour ça que c'est le côté du titre que j'ai choisi pour la conférence, c'est que c'est une médecine qui fait que le patient est roi. Alors oui, c'est une médecine ancienne, mais elle n'est pas périmée. J'ai entendu dans une conférence le fait que dans la science occidentale, dès que quelque chose de nouveau arrive, ça a tendance à balayer les connaissances anciennes. En fait, là on est dans une médecine hors du temps. Tant que le soleil se lèvera du même côté, il y a des lois qui ne vont pas changer sur Terre, et la vie va se dérouler selon les mêmes cycles, plus ou moins. Donc il y a des règles qui ne vont pas changer. L'acupuncture, ça remonte au paléolithique. La pharmacopée, on prescrit au quotidien, en cabinet, des formules qui ont été composées au 3e, au 6e, au 11e siècle. Les conseils qu'on donne à nos patients, et dont on va reparler brièvement, ces conseils sont compilés dans un ouvrage qui a été déjà écrit en 300 avant Jésus-Christ. On est dans une médecine, dans une vision. Alors, je fais une toute petite parenthèse, je ne me suis même pas présenté, je présume que tout le monde ne me connaît pas. C'est simplement, je représente une tradition médicale, familiale, qui remonte à... Enfin, moi, je suis la 16e, mais qui remonte à 15 générations. Donc, c'est une médecine qui s'est transmise aussi de manière très verticale, on peut dire pas horizontale, c'est-à-dire ce qu'on apprenait avec le grand-père, avec le père ou la grand-mère, enfin ça dépendait de l'organisation sociale du moment. Et donc je tiens simplement à citer le docteur Léon Coquien, qui était un peu mon grand-père du coup, que j'ai suivi pendant 35 ans, et c'est sur ses épaules que je me permets de parler quand je parle de médecine chinoise. Donc c'est important parce qu'il y a une filiation, il y a une continuité là-dedans. Maintenant c'est une tradition vivante, c'est-à-dire qu'on a le temps de s'apercevoir que si on a l'accord des personnes qui nous ont formés sur un si long temps et qu'on trouve des choses en plus à rajouter, avec leur accord, on sait que quand on continuera de parler, on ne va pas partir en délire et que ça pourra rester une tradition vivante. Donc la vision de ce système médical, elle est déjà de départ synthétique, systémique, analogique, c'est-à-dire on va procéder par analogie. Le livre dont je vous parle, qui s'appelle le Neijing, c'est une analogie permanente entre l'être humain et la nature. Et donc il y a un côté poétique également. Il est dit par exemple dans cet ouvrage que le patient constitue une sorte de paysage particulier et le médecin doit le regarder comme un peintre regarde sa toile. Vous voyez, la notion de tableau clinique n'est pas tout à fait la même que chez nous, mais ce n'est pas seulement de la poésie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une analogie. Imaginez une seconde que le corps que vous avez là soit parcouru par des fleuves et des rivières, que vous ayez des forêts, des prairies, que vous ayez des protubérances minérales qui donnent des reliefs comme des montagnes sur vous, que vous ayez des climats qui vous rendent chaleureux, froids. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez que vous ayez un soleil à l'intérieur qui brille ici. Et puis, imaginez qu'il y a une lune là, qui reflète la lumière du soleil. Et que cette lune-là, elle réfléchit la lumière. C'est une lumière froide. Celle-ci, c'est une lumière chaude. Donc voilà, je ne vais pas détailler trop loin, mais il y a une vision qui est vraiment très différente, évidemment, dans l'abord, dans l'approche de celle qu'on a chez nous. C'est pour ça que je vous disais que moi, je débarque ici comme si j'avais 6 ans et je vais vous demander de faire la même chose, de régresser quelques années dans ce qu'on va voir pour la suite, parce que c'est quand même une médecine qui est basée sur l'observation du vivant, et dont elle a tiré des lois
dont vous avez certainement entendu parler, la loi du yin et du yang, la loi des 5 mouvements, Wuxing des 5 éléments, etc. Et donc, quand on observe quelque chose et qu'on en tire des lois et qu'on vérifie que c'est toujours comme ça, il y a quelque chose de scientifique là-dedans. Simplement, on n'est pas dans la même épistémologie que la science occidentale. Monsieur Yang, un médecin de l'hôpital de Chengdu, me disait que, en fait, si vous voulez comprendre la vie, il y a deux façons. Vous avez deux possibilités. On en a vu une ces 2 jours. Vous pouvez partir dans l'infiniment petit, river vos yeux à un microscope et voir un monde merveilleux se déroulant en vous, et essayer de comprendre la vie à travers ce microscope. Ou alors vous sortez dehors, bon là c'est raté, vous sortez dehors et vous vous écarquillez les yeux, vous regardez le monde autour de vous, et vous essayez de comprendre comment tout ça tourne. Vous voyez ? C'est pas du tout le même regard, mais dans les 2 cas, il y a des choses à en tirer. Et peut-être que, comme disait Chuang Tzu, trop loin à l'est, c'est l'ouest. Donc peut-être qu'on arrive à se rejoindre un moment là-dessus. Donc je ne vais pas vous parler chinois, mais je vais vous demander d'essayer de regarder les choses un petit peu différemment par rapport à ce que vous avez fait jusqu'ici, même si on va faire des liens avec ce qui a été dit. Hein ? On est en train de parler de la santé, du patient qui est son propre médecin. On est en vie. Qu'est-ce qui fait qu'on est en vie ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en vie en ce moment même ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vivant là ? Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle ? Est-ce qu'il y a un secouriste dans la salle ? On respire. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui fait qu'on est vivant ? Qu'est-ce qu'on vérifie quand une personne tombe comme ça ? Le cœur qui bat. Il y a des pulsations, des battements. Le rythme cardiaque. Donc il y a le rythme respiratoire, il y a le rythme cardiaque, et encore un rythme. Ou monsieur, vous m'entendez ? Enfin non, si on fait comme ça, on n'est pas très... Pif paf. Hein ? La conscience. Est-ce que vous êtes conscient ? Parce que, vous avez remarqué, il y a un autre rythme qui est nictéméral. Le nictémère, ce n'est pas un groupe de musique, c'est le cycle jour-nuit, d'accord ? C'est-à-dire qu'on doit avoir cette diastole-systole cérébrale, des jours et des nuits. Si on reste indéfiniment sans dormir, on meurt également. Donc en fait, on a 3 rythmes en nous, 3 rythmes qui nous maintiennent en vie. Ça s'appelle les 3 trésors aussi en médecine chinoise. C'est-à-dire que vous avez le sang, parce qu'ils viennent d'où ces rythmes ? Le souffle, il vient d'où ? Si vous respirez là, ça vient d'où ? Vous empruntez de l'air au ciel. Vous êtes relié au ciel comme un bébé au sein de sa mère. Si vous vous coupez du ciel, vous êtes mort. Enfin, on peut essayer, hein. Je vous donne rendez-vous dans 10 minutes. L'autre rythme, le sang, il vient d'où ? Il vient de la terre. Ceci est mon sang, disait quelqu'un. Par nourriture, par alimentation, par nutrition interposée. C'est la terre qui produit le sang. Et la conscience, on a parlé des jours et des nuits. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit clair, où il fait jour en nous. Et il y a des moments où on est dans l'obscurité. C'est une autre partie de la conscience qui fonctionne. Elle repart à l'intérieur. On est dans le monde de Peter Pan, mais ça suit les mouvements du sang. On n'aura pas le temps de développer ça. Donc en fait, on a du sang, c'est de la matière. On a du souffle, pneuma, c'est de l'énergie. Et on a la conscience, c'est de l'information. Merci Philippe. D'accord ? Et ces 3 rythmes ne nous appartiennent pas. Nous appartenons à la vie, dit-on en médecine chinoise. La vie ne nous appartient pas. D'accord ? Donc, c'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à reproduire la vie en éprouvette. Il faut sortir dehors. Parce que les conditions de la vie sur Terre sont extraterrestres. On sait parfaitement que c'est le rayonnement solaire. Il faut qu'il y ait un système solaire. C'est le rayonnement solaire à la surface de la Terre qui a donné le phytoplancton, la couche atmosphérique dans laquelle se développe la vie. Donc ces 3 dimensions, on est fait de matière, on est fait de souffle, on est fait de conscience. La conscience qui a quelque chose à voir avec la notion de lumière, parce que en haut, il y a le soleil, en bas, il y a la terre, entre les deux, il y a le ciel. Et donc, M, la matière, E, c'est l'énergie,
C carré, il y a une équation que vous connaissez peut-être. Alors je vous propose, puisque quelqu'un parlait de rêver les yeux fermés en fin de conférence, d'oublier justement, on va essayer d'avoir 6 ans tous ensemble, d'oublier un petit peu les murs, toutes nos connaissances, et de voir les choses au sens premier, au sens primitif, mais pas au sens péjoratif de primitif, mais de celui qui débarque, qui ne connaît rien et qui observe ce qui se passe. On est le petit prince qui débarque sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe? On a les pieds sur un seul meuble, imaginez que les murs ici disparaissent, il n'y a pas la trace de ce que l'homme a fait. Si vous atterrissiez comme ça sur cette planète, vous voyez déjà que vous avez un espace dense, ferme, je ne vais pas refaire comme Louis hier à taper dans les trucs, mais voilà, un espace ferme. Et puis au-dessus, vous avez de l'invisible. Du visible, de l'invisible, du palpable, de l'impalpable. Et à travers l'invisible passe effectivement la lumière. Vous avez, si vous regardez au-dessus de vous, pas maintenant, fermez les yeux parce que là, ici, vous ne le verrez pas, mais vous avez des grosses boules qui se promènent dehors. Le soleil, qui est la source de tout le vivant, et puis la lune qui reflète la lumière. Et quand la lune apparaît, généralement, c'est parce que le soleil n'est pas là, on ne va pas refaire la chanson non plus. Mais ça veut dire que cette danse du soleil et de la lune, et les tourbillons qui créent à la surface de la Terre grâce à cette danse, c'est ça qui permet la vie. Donc, on a du corpusculaire, on a de l'ondulatoire en même temps. C'est pas du Macron, c'est simplement qu'on est dans des complémentarités, dans des oppositions complémentaires, comme disait Philippe également tout à l'heure. Et donc, la seule chose, c'est que les Chinois, partant de cette observation simple, pour ne pas dire simpliste, ont modélisé cette observation. Ils ont simplement donné un nom. Ils ont appelé Yang l'influence de nature solaire apollinienne sur les phénomènes vivants. Ils ont appelé Yin tout ce qui arrête la lumière, tout ce qui est concentration, densification. Donc pour faire simple, voilà, le matériel, le visible, le palpable, c'est du Yin. L'invisible, le dynamique, le psychique, tout ça, c'est du Yang. Et en fait, on est fait de ça, d'eau et de feu, si on simplifie vraiment. Et cette modélisation était très poussée, puisque l'ouvrage le plus ancien de la pensée chinoise, qui est le I Ching, là on est à 5000 ans de chez nous, représente, dans une structure modélisée, le livre des transformations, la mitose, c'est un livre de la Genèse qui représente la formation de l'univers, puis du monde vivant dans lequel on est, sous forme de démultiplication, de fragmentation à l'infini des aspects yin et yang du monde. Donc, les Chinois, il y a longtemps déjà, posés sur cette terre, se sont dit, voilà, ils ont regardé dehors, ils se sont dit, voilà, il y a un passage dans le I Ching qui dit, la Terre, bien que de vastes dimensions, est soutenue dans sa course à travers l'espace. Il n'y avait pas Atlas, mais voilà, chacun sa mythologie, par des forces invisibles qui la contrôlent. Si ces forces peuvent s'exercer sur une masse aussi importante que la Terre, combien puissante peut être leur influence sur l'homme? Donc cette question de dire, la Lune est capable de déplacer des océans, les cycles de 28 jours, c'est la femme, sans aucun rapport, est-ce que c'est vraiment sûr? Si elle est mal lunée, c'est sûr que c'est pas un lien. D'accord? Donc, les Chinois, ils ont Qi, ils ont tout compris, vous connaissez la pub. C'est-à-dire cette notion qu'il y a des forces invisibles, ils ont inventé la boussole. Il y a des forces invisibles qui permettent d'organiser le monde. Alors en haut, dit toujours le Neijing, il y a le Tao du ciel, l'étude du ciel, pour comprendre comment ça fonctionne, la météo, l'astrologie, je ne sais pas, l'astronomie, etc. En bas, il y a le Tao de la Terre, l'étude des phénomènes vivants sur Terre, vous voyez, la géologie ou l'écologie, etc. Tandis qu'entre les deux, il y a l'humanité. Donc il faut comprendre les lois du ciel et de la terre pour comprendre le fonctionnement humain, parce que nous appartenons à la vie. Et on ne peut commander à la vie qu'en lui obéissant, disait Rousseau. Moralité, là je parle pour la médecine chinoise, la santé, puisqu'on arrive quand même au sujet de la conférence, la santé c'est suivre les lois de la nature. On est un produit de la nature, donc voilà, on peut peut-être faire ce qu'on veut à l'intérieur, mais quand même on doit suivre des lois minimales.
Au minimum, il faut continuer de respirer. Donc en fait, l'ancêtre de la naturo, si on peut dire, c'est déjà ça, suivre les lois de la nature. Et si vous suivez les lois de la nature, alors il faut les étudier un peu, pas faire n'importe quoi, vous voyez comment ça se passe en ce moment, mais si on respecte un peu plus la nature, qui est notre nature, ben on est notre propre médecin. C'est la nature le médecin, on sait bien. Et le rôle du médecin, étiqueté médecin, c'est d'aider le patient à le voir le moins possible. Finalement, c'était le rôle du médecin de l'empereur, que l'empereur n'ait pas trop besoin de lui. Ça me rappelle un patient, une fois, c'est pas courant, mais qui vient, je lui dis qu'est-ce qui va pas, il dit bon rien, je vais bien. Je lui dis pourquoi vous venez, je voudrais que ça dure. Voilà. C'est pas courant, mais c'est bien. Vous voyez, on le fait pour sa voiture, l'entretien, mais pour nous, on a rarement le réflexe. Mais l'expression chinoise, par exemple, vous savez, chez nous, on dit portez-vous bien, c'est un vœu, c'est un charme. En chinois, c'est littéralement ne prenez pas de médicaments. Vous voyez un petit peu la différence. Donc oui, entretenir, c'était plutôt l'intérêt du médecin, de l'empereur, entretenir l'empereur, que chaque patient est un empereur, en bonne santé, c'est pas du tout la même logique que faire la guerre sans arrêt à sa maladie, à la maladie. L'autre fois, en passant à Paris, là devant Pfizer, par accident, il y avait une grande banderole, la maladie ne se repose jamais, nous non plus, enfin voilà, nous sommes en guerre, quoi. Voilà cette mentalité permanente, la guerre, et puis les anti-ceci, les anti-cela, vous savez bien. Donc ce Neiching, cet ouvrage, Neiching Suwen, donc qui consiste en un entretien entre l'empereur et son médecin, donc c'est déjà très pédagogique à l'époque, une façon d'enseigner. L'empereur pose des questions et le médecin lui explique. Et déjà, la première chose qui est abordée dans cet ouvrage, c'est se soigner quand on est malade, c'est à peu près comme attendre d'avoir soif pour commencer à creuser un puits. Ou attendre que la guerre soit déclarée pour forger les armes. N'est-ce pas bien tard? Donc, suivent ensuite des règles qui sont indiquées dans le tout premier chapitre pour vivre, dit-on en médecine chinoise, heureux, longtemps et en bonne santé. Ce qui rejoint de façon assez proche ce que dit l'OMS, vous savez, état de bien-être mental, physique et social. Et donc, ces règles sont regroupées dans un chapitre qui s'appelle Yangshen, Fa, les méthodes pour nourrir la vie. Et là, on va retrouver effectivement des choses qui touchent à la nutrition, qui touchent à la psychologie, qui touchent à la méditation, qui touchent à l'adaptation au climat, aux saisons, qui touchent au relationnel, qui touchent à la capacité de tourner son esprit à l'intérieur. Parce que si l'empereur est toujours en dehors du pays, ça devient le chaos à l'intérieur, etc. Donc il y a plein de choses très intéressantes, mais c'est rigolo parce qu'on est en 300 avant Jésus-Christ, et disent, les anciens, ils atteignaient tous facilement 100 ans, sans difficulté, parce qu'ils suivaient ceci, cela. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est foutu. Donc apparemment, là il parlait de ceux d'un âge d'or qui serait encore bien antérieur, à se demander si cet âge d'or a jamais existé. Et c'est certainement le rôle des médecins, génération après génération, à rappeler ces choses anciennes, ces graines de sagesse anciennes à tous les humains. Donc en fait, on a déjà quelque chose, là encore un ancêtre de la médecine métabolique, pour reprendre l'expression de Florence, c'est-à-dire toutes ces règles, mais qui sont tout aussi importantes les unes que les autres, l'hygiène émotionnelle, l'hygiène alimentaire, l'hygiène physique, etc. Tout ça c'est important, le surmenage, l'activité, le repos. Et tout ça, on pioche, on réfléchit à quelles sont les bonnes choses à faire par individu. Parce que tout le monde, évidemment, n'a pas les mêmes besoins. Mais là, on ne va pas détailler ces règles ici, c'est impossible, ça sera un peu trop long. Simplement, c'est un rappel que depuis des siècles, il y a une sorte de médecine intégrative qui existait déjà, si on peut dire, parce qu'elle a aussi différentes branches thérapeutiques. Eric a cité l'acupuncture, mais on peut soigner par l'extérieur. Donc le massage, l'orthopédie, les aiguilles, les ventouses, les saignées, les emplâtres, la chirurgie. Bon, ça on ne fait pas, il y a ce qu'il faut ici. On peut soigner par le dedans,
la pharmacopée, la diététique. On peut soigner en passant par l'esprit, parce que régler le véhicule c'est bien, mais si on ne s'adresse pas au conducteur, ça ne va pas le faire. Donc il y a même donc un enseignement sur la mort, parce que aider quelqu'un à venir au monde, si ça ne se passe pas bien, ça peut être pour toute la vie, mais si la mort se passe mal, ça peut être pour toute la mort, donc il faut aider aussi les gens à rentrer. Ce n'est pas un départ, c'est un retour. Et rien dans la nature est en demi-cercle. Donc il faut s'intéresser à cette partie-là. Toutes les cultures le font d'une certaine façon, mais vous voyez, bizarrement, chez nous, c'est un petit peu... Si, on nous aide à mourir en ce moment aussi, mais bon. Donc, il y a depuis longtemps des médecines, parce que je parle de médecine chinoise, parce que là, je suis là, mais il y a la médecine ayurvédique, il y a la médecine tibétaine, des médecines qui ont traversé les siècles, pour qui la maladie n'est pas plus importante que le malade. Hippocrate, 300 avant Jésus-Christ, par là, on est à la même époque. Ces médecines sont contemporaines l'une de l'autre. Chez nous, c'est différent. La santé, c'est quelque chose, on a l'impression que ça s'achète. On vit comme on veut, parce que de toute façon, il y a un accès aux soins. Si on est dans une classe sociale élevée, on aura en plus la possibilité de changer de tronche et tout. Enfin, on peut faire plein de choses. Il y a la Sécu, hein, c'est la Sécu qui paye. Vous voyez le côté myope de la chose. On ne se rend pas compte combien on a cotisé toute notre vie pour ça. Après, c'est génial d'avoir un système de santé, parce qu'on fait l'humanitaire également. Je peux vous dire que quand on va dans certains pays, on se dit, c'est bien un système de santé. Parce qu'eux, ils ont du lourd, justement. Nous, on n'a pas de lourd, on a un système de santé, il y a de la gabegie. Mais des fois, il y en a besoin, et quand il y en a besoin, on est content que ce soit là. Hein ? Donc pour les pathologies plus lourdes, les accidents, les choses comme ça, la médecine de guerre, ça coûte cher. Et on en a besoin parfois. Mais on n'est pas toujours en guerre, comme veulent le faire croire certains. Parce que pour les maladies les plus courantes, les causes de maladies les plus courantes, la santé ne s'achète pas, elle se cultive. Et ça ne coûte rien de cultiver son jardin. Ça prend du bon sens, le bon sens des patients. Ça prend des bons conseils, les bons conseils du praticien, qui s'adresse au malade et pas seulement à sa maladie, à ses symptômes, à ses problèmes. Ça prend une bonne relation entre les deux, puisque c'est un travail d'équipe. C'est naturel, c'est obligatoire que ce soit comme ça. Hein ? Mais le bon sens, on n'en a plus. On va vous dire, buvez, éliminez. Allez, je bois, j'élimine, je suis content, j'élimine. Heureusement, vu ce que tu bois. Mais vous avez toutes les nanas qui se promènent avec leur bouteille d'eau tout le temps, comme si elles allaient mourir de soif. C'est... Une patiente l'autre jour aussi, je ne comprends pas pourquoi je grossis, je mange énormément de légumes. Je lui dis, ouais, les éléphants aussi mangent beaucoup de légumes. Non, mais le bon sens, quoi. Donc, affinons un peu. Je veux dire, mon vieux professeur, le docteur Léon, disait, vous rentrez de vacances et vous êtes parti pendant 2-3 mois, vous aviez tout fermé, vous trouvez des champignons sur les murs. Et là, vous avez deux possibilités, deux réflexions. C'est dire, c'est quoi comme champignon? Et là, on sort le microscope. On gratte, on fait des prélèvements. On détermine combien il y en a, on mesure la taille. Et puis, on va décider de les empoisonner, ou de les gratter, ou de les brûler, vous voyez venir. Donc, le fer, le feu ou le poison. Radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie. Et puis, vous avez une autre logique, c'est de dire, ok, bon, il y a des champignons, mais putain, il fait chaud humide là-dedans, ou froid humide, je ne sais pas. D'accord? C'est-à-dire, ok, il y a quelque chose là, mais c'est la maison qui a un problème. Vous faites rentrer l'air, la lumière, on en a parlé tout à l'heure. Hein, vous remettez la température, le chauffage, enfin voilà, vous remettez de la vie dans la maison. Et au moins, alors ça empêchera peut-être pas, selon le degré d'avancement, d'être obligé de s'occuper de ces foutus champignons. Ok, mais on s'occupe aussi de la maison, et surtout de la maison. Parce que si c'est juste pour lui dire, après on va mettre du retardant pour que ça revienne un peu plus tard,
Et faire une chimiothérapie préventive, c'est un peu pourri comme traitement, non? Donc, c'est du bon sens, ça. Mais vous voyez, on l'a pu. Les bons conseils, c'est difficile aussi en médecine chez nous, parce qu'il y a rarement des vrais diagnostics. Et si je peux me permettre, même, enfin, de ce que j'ai entendu, même par exemple en homéopathie, on glisse assez facilement des symptômes, qu'ils soient, alors c'est du fin, hein, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient physiques, etc., fonctionnels, organiques ou autres, au traitement. Mais le diagnostic causal, pourquoi, qui, à quoi et pourquoi, est-ce qu'on est capable de répondre toujours à ces trois questions? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as et pourquoi tu as ça? Si on ne peut pas répondre à tout ça, on va avoir du mal à faire un réglage derrière. Alors, après seulement vient le choix de l'outil thérapeutique. Et ça peut dire, va voir un homéopathe, va voir un chirurgien, va voir un curé, je ne sais pas. Peu importe, ce n'est pas nous qui décidons. C'est l'enquête qui dit que telle personne a tel problème pour telle raison, dans tel contexte, etc. Si on ne comprend pas, il y a un proverbe chinois qui dit « Le médecin qui n'a rien compris du début ne fera que vous dire l'heure du décès ». Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, on ignore les causes, parce que chez nous, on vous dit, ben voilà, c'est génétique ou c'est épigénétique, mais ça reste quand même un petit peu vague. Par exemple, il y a 9 causes en médecine chinoise de maladies. En tout cas, l'épigénétique mérite d'être approfondie, c'est ce que vous savez faire, de toute façon, dans différents domaines. Mais il faut absolument l'approfondir. Parce que, voilà, il y a un nombre de causes, et on ne peut pas, dès le départ, présupposer une cause ou une autre. Ça peut être des facteurs, je ne sais pas, alors on peut parler de virus, mais en fait, les Chinois parlent de climat, parce que c'est les climats qui portent les virus. Donc si vous éteignez le climat, c'est comme le coup des champignons, les virus ne tiennent pas. Je ne ferai pas la malaria là maintenant, parce que voilà, ça ne s'y prête pas pour l'instant. Même si vous amiez ce qu'il faut, enfin, quoi que si, vous pouvez faire vivre un petit moustique tigre quelques minutes, le temps qu'il pique quelqu'un quand même. Mais enfin, en gros, voilà, c'est quand même, si par exemple vous avez des symptômes, vous éternuez, vous avez les yeux qui pleurent, le nez qui coule, bon, c'est du vent en médecine chinoise. Vous voyez, vous faites du vélo, il y a les yeux qui pleurent, le nez qui coule, c'est les symptômes de vent. Vous avez l'acouphène, ou des vertiges, ben ça aussi c'est du vent, parce que quand il y a du vent, les arbres ils bougent, ça siffle. Vous voyez, donc il y a plein d'analogies comme ça. Donc il y a les facteurs climatiques, il y a les émotions, il y a l'alimentation bien évidemment, il y a les facteurs héréditaires, ça existe bien sûr, la génétique. Il y a les parasites, les intoxications, etc. Enfin, il y a plein de causes différentes, puis des fois ces causes se télescopent, notamment au niveau de l'hygiène de vie, les différentes formes de surmenage. Donc si on ne comprend pas la cause, parce que c'est elle qui va dérégler soit tel ou tel organe, soit ce que vous appeliez à notre moment le tissu conjonctif, nous on appelle ça le po en chinois, c'est-à-dire une sorte de champ morphogénétique qui organise toute la matière humaine. Donc en fait, l'intelligence cellulaire, c'est comme un vol des tourneaux, quoi. Ils suivent en fait des règles générales pour tout le monde. C'est une intelligence grégaire, on pourrait dire, des cellules. Et si par exemple vous traversez un autre champ, comme un rayonnement, je ne sais pas, comment dire, une centrale nucléaire qui pète, par exemple, bon, bah, vous vous retrouvez avec des générations de malformations derrière, parce que bon, voilà, l'intelligence a pris un coup dans l'aile du vol des tourneaux, en quelque sorte. Enfin, je fais un peu simple, hein, mais... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre façon de lire les choses, d'une façon plus globale, qui rejoint le constat fait dans l'observation plus fine, plus petite. Mais si, dans tous les cas, il n'y a pas une vraie recherche des causes étiologiques, dans la façon dont la personne gouverne sa vie, suit ou non les lois, le Tao, enfin son Tao personnel, son chemin personnel, ben, on n'aura plus que les prédictions fatalistes. C'est-à-dire, on va devoir remplacer effectivement la prévention par du dépistage. L'autre fois, je m'étais pété le dos, je suis allé dans une petite unité hospitalière en Bretagne, là, et puis j'arrive, dans le grand hall, il y avait une image, une énorme image, vous savez, vous l'avez peut-être déjà vu, le penseur de Rodin qui est assis comme ça, et puis c'était marqué, vous êtes peut-être assis sur un cancer. Welcome. Ou dans un abribus aussi, j'ai vu sur Valence,
Il y a une femme comme ça avec un petit sourire en coin, puis c'est marqué « Cancer du sein, ce n'est pas parce que vous ne sentez rien que vous n'avez rien. » Knock, ça va bien? Voilà. On est là-dedans, prédiction fataliste. D'accord? En plus, ça permet de se couvrir. J'ai prévu le pire. Mais tu as foutu une graine d'angoisse chez une personne, et quand on sait ce que font les émotions, qui sont une des causes majeures de déséquilibre interne en médecine chinoise, par exemple, l'inquiétude, l'angoisse, c'est 2 mouvements yin à l'intérieur du corps, de la descente et de la concentration. Il n'y a rien de tel pour transformer une tumeur bénigne en tumeur maligne. Donc ta gueule. Non mais vous voyez, enfin excusez-moi, c'est parce que, à force d'en voir, des fois... se faire applaudir en disant ta gueule, je retiens. Hein? Je disais aussi que, voilà, que pour bien comprendre les choses, pour que la santé se cultive, il fallait aussi une bonne relation. Et voilà, j'entends régulièrement Louis le dire, parce que ça l'a marqué, et il y a de quoi, c'est Claude Le Pen, je crois, qui disait qu'il fallait liquider le modèle artisanal de la médecine. Alors, on est en train de vous parler d'une médecine artisanale. Philippe a reparlé de l'art médical. Hein? On veut virer cette vision du monde, même si on est capable de regarder les choses de plusieurs façons, il ne faut pas perdre celle-ci, parce qu'on est le produit de la nature. On ne peut pas se couper de ça. Donc notre système dit de santé nous en prive. Il nous prive de la possibilité d'être notre propre médecin. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de conseil individuel. On adapte les traitements, normalement en médecine chinoise, on adapte les traitements aux patients. Pas le patient au traitement. Donc du coup, on a un problème avec le placebo versus double aveugle versus placebo. Parce que, nous, c'est aberrant pour nous de piquer, enfin bon, je ne vous vois pas, mais je présume qu'il n'y a pas 2 tronches pareilles. Donc, on ne va pas vous parler tout à fait de la même façon, piquer tout à fait pareil, parce que voilà, c'est quelque chose de vivant. Ça ne veut pas dire que c'est l'ouaille et qu'on fait n'importe quoi. Ça veut dire qu'on s'adapte à la personne qu'on a. Que ce soit sur le plan de ce qu'on va prescrire, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire, de l'attitude qu'on va avoir. Et donc, comment voulez-vous faire des études randomisées si vous ne donnez jamais la même chose aux gens? C'est impossible. Donc en fait, il faudrait revoir les protocoles dits scientifiques pour évaluer ça. On dit en médecine chinoise, il en est du bois comme des hommes. On en trouve des types nombreux et différents. On est une forêt, là. Mais il y en a ici qui, quand le temps est humide, ça leur fait du bien, les autres, ça les déglingue. Et vice-versa, etc. Donc, voilà, selon votre héritage, où vous vivez, comment vous mangez, il y a des choses... Dans ce passage, il est dit l'un n'a rien ou l'autre, comment c'est? Ouais, par exemple, il y a des arbres humides qui vont pourrir quand il pleut, il y en a d'autres, ils vont mieux pousser, etc. Et puis, à la fin, il y a ceux qui se penchent pour le chêne et le roseau, quand il y a des vents forts, les autres résistent. Tous doivent suivre les lois des 4 saisons, mais chacun à sa façon, comme nous. C'est-à-dire, l'un tombe malade ou l'autre n'a rien, ou même tire profit de la situation. Donc, il y a des patients à qui je dis « arrête de boire ». Il y a des patients à qui je dis « bois un coup ». Il y a des patients à qui je vais dire « moins de viande ». Il y a des patients à qui je vais dire « un petit beefsteak, ça te fera du bien ». Parce que le docteur Léang à ce sujet, puisqu'il y a eu ça qui était le régime cétogène, c'est toujours des questions compliquées. Il dit « regardez déjà ce que mangeaient vos ancêtres. C'est eux qui vous enfilez le moteur. Donc prenez le même carburant déjà, puis adaptez progressivement peut-être, en fonction des pathologies, ou des changements de vie. Mais si d'un seul coup vous décidez de mettre du gasoil dans une 2 chevaux, ça ne va peut-être pas le faire de toute façon. Donc évidemment, il y a une logique industrielle derrière ça. Le fait d'adapter tout un monde à un traitement unique, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas de la médecine, c'est tout sauf de la médecine. Et du coup, on arrive forcément dans du traitement qui serait purement symptomatique, c'est-à-dire si on ne cherche pas justement à traiter l'aspect causal, c'est-à-dire qui, à quoi, pourquoi,
et à corriger ça par différents moyens, on n'a forcément plus que les traitements symptomatiques. Et le propre du traitement symptomatique, c'est qu'il faut le répéter à l'infini, puisqu'il ne traite pas la cause. C'est une béquille. Alors, vous avez mal au genou, il met une béquille. Ah, super, c'est mieux. Bon, ben, garde la béquille. Mais vous perdez vos jambes. Ben, je ne peux plus marcher sans béquille. Ben, garde, c'est à vie, de toute façon, t'inquiète pas. Mais c'est pas la médecine. En fait, oui, on est en guerre. On nous a déclaré la guerre, on a déclaré la guerre à l'autonomie du patient. On a déclaré la guerre au libre choix thérapeutique. Donc la question, enfin il y en a deux, c'est comment récupérer la propriété de sa santé. Ça c'est une question en fait politique. Et Confucius disait le mauvais médecin soigne la maladie, le bon médecin soigne le malade, le grand médecin essaye de soigner la société. C'est Confucius. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, si vous modifiez des règles générales, ça va faire des vacances à beaucoup de monde. Donc si on peut changer... C'est une question politique, donc là, on ne va pas pouvoir la régler sur le plan individuel quand on est face à un patient. Il y a Illich, bien sûr, avec la némésis médicale. On sait que voilà, un système de santé, entre guillemets, peut être iatrogène. Donc, on ne va pas changer ça. Louis l'a rappelé hier, patience, le système s'effondre. Et je vous parle d'une médecine qui a vu un certain nombre de cycles se dérouler, de révolutions, etc., comme les saisons. C'est pas grave, il y a des graines qui repoussent. Il faut garder les graines. Voilà, c'est ça qui est important, il faut garder les graines. La deuxième question, c'était quel type de médecine, demain, pourrait nous aider à redevenir propriétaires de notre santé. Là, je pense que, sans parler spécialement de médecine chinoise, le terme médecine intégrative, si intégrative ne veut pas dire phagocytante, parce que j'ai vu des congrès de médecine intégrative en Chine, mais en fait c'est de la médecine occidentale qui parle de la médecine chinoise, mais forcément ils ont fait un choix déterminé de mettre les postulats épistémologiques occidentaux en premier, donc la médecine chinoise rame derrière pour prouver que ces vieilles formules sont encore efficaces. Parce que justement, on a du mal à... Si on donne la même formule traditionnelle à 1000 personnes, on pourra dire qu'elle n'est pas très efficace, c'est normal, puisque c'est des codes mal taillés. Mais rendre des lettres de noblesse aux médecines qui vont respecter les principes hippocratiques, ça me semblerait intéressant. Et ils ont été rappelés par Sarah hier. Le primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Primum non nocere, c'est du chinois, mais vous comprenez, je crois. Ça veut dire quoi? Des médecines qui ne nuisent pas davantage qu'elles ne traitent. Ça nous ferait déjà des vacances. Et comme disait aussi je ne sais plus quel chansonnier, un médecin qui ne dit pas trop de bêtises, c'est un malade à moitié guéri. Donc, c'est vrai que, ne pas nuire, vous voyez, la notion de bénéfice-risque, mais elle est devenue pervertie chez nous, parce que je présume que la notion de bénéfice-risque, dans l'esprit d'un laboratoire pharmaceutique, c'est un bénéfice-risque économique. Le deuxième principe hippocratique, le vis medicatis naturae, c'est des méthodes, enfin des médecines qui font appel à la nature, puisque l'humain fait partie de la nature. Imiter la nature. C'était Hahnemann, Pascal a dit ça. On fait partie de la nature. Donc en fait, ça peut être la nature du praticien. D'ailleurs, quand on fait un diagnostic dans des médecines anciennes, il n'y avait même pas l'électricité. Donc en fait, le scanner, il est là, le tensiomètre, il est là. Mais l'être humain n'est pas l'outil le plus mal adapté au diagnostic de la pathologie humaine. Il faut juste apprendre à lire à nouveau nos congénères. Si vous vous tirez la langue, là, vous allez voir le feu d'artifice. Après, il faut interpréter, si besoin, en fonction des besoins. Mais on a plein d'éléments, plein de signaux sur le tableau de bord qui nous permettent déjà de faire des études. Mais on ne se regarde plus. Puis alors, avec la télémédecine, je ne raconte pas. La troisième règle, c'était le tolle causam, c'est-à-dire, chercher à traiter les causes. Hippocrate, même époque. Donc, chercher à traiter les causes, vous voyez, par exemple, recherche sur le cancer. On ne recherche pas les causes du cancer. Il faudrait changer de société.
enfin, j'avais vu des chiffres, je ne sais pas s'ils sont toujours valables, mais je crois que en quelques décennies, il y a 10% de progrès thérapeutiques sur le cancer pour 40% de cancer en plus. Et je pense qu'on est avant Covid là, dans les chiffres. Donc voilà, on ne cherche pas à traiter les causes, puisque les causes, comme m'a dit une fois avec un petit sourire en coin la directrice commerciale d'un laboratoire que j'ai en patiente, je lui dis quand même les effets secondaires des médicaments. Elle dit oh, ça fait vendre d'autres médicaments. Donc c'était de l'humour, je pense. Et la quatrième règle, le quatrième principe hippocratique qui est docere. Donc les médecines qui enseignent, parce qu'il y a un conducteur dans le véhicule. Donc on ne lit pas que les examens, c'est le patient qui est important. Il y a des gens qui se plaignent de quelque chose et disent non, vous n'avez rien, vos examens sont bons, puis vous connaissez l'histoire, dans l'autre sens, on veut à tout prix vous donner un traitement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les examens, parce qu'il ne j'ai rien. Mais, donc en fait, on conduit en regardant le GPS au lieu de regarder la route. Quoi. Donc ça, c'est... Non, des médecines qui enseignent et qui vont s'adresser vraiment aux conducteurs du véhicule humain, qui vont guider sans contrainte, comme disait Lao Tzu. On obéit à un principe taoïste en médecine chinoise qui est il faut produire sans s'approprier, guider sans contraindre et agir sans rien attendre. Quand on fait ça, déjà, on est à peu près bon pour soi et pour l'autre. Et puis, de l'enseignement qui va élever, d'ailleurs, je trouve que ces 2 jours-là y ont participé, enfin moi, ça m'a appris des choses, c'est-à-dire que on n'est pas là à faire peur aux gens pour qu'ils obéissent. On est en train de leur expliquer quelque chose pour que ça leur serve. Vous imaginez la différence ? Bon, pour finir, médecin ou patient, à mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose. On est les deux. On est tous des humains. Enfin, on peut avoir un pied de travers à tout moment. On est tous à la fois soignants et soignés. À des moments différents, avec des habilités différentes, on peut être parfois le médecin malgré soi de l'autre, ou de soi-même. Donc on est tous à la même enseigne. On est tous nés, on va tous mourir. Mon vieux prof disait, la vie, c'est des vacances, n'oubliez pas ça. Vous arrivez, tout est déjà en place. Vous repartez, bon, on n'a rien. Profitez du séjour. Donc pour bien vivre, en fait, on a besoin surtout de congénères qui nous aident à développer le pouvoir que nous avons sur nous-mêmes, pas à nous imposer le leur. Toujours mon vieux professeur, qui disait, la première fois que j'ai lu, je lui ai dit, voilà, je voudrais apprendre cette médecine. Il dit, vous voulez soigner les gens? Premier truc, prenez soin de vous. Moi, je vois en consultation des étudiants en médecine, pharmacie, infirmiers, ils font déjà des burn-out pendant les études, avec les concours et tout ça. Ça va donner quoi après? Voilà. Charité bien ordonnée. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos patients, à nos étudiants. Prenez soin de vous. Vous êtes l'outil de la guérison des autres. Et puis si vous-même, enfin c'est aussi du confucianisme, se gouverner soi-même pour pouvoir gouverner les proches, la famille, puis ensuite peut-être étendre cette capacité là plus loin. Mais voyez dans quel monde on est des gens qui ne savent pas se gouverner eux-mêmes, qui veulent gouverner tous les autres. Donc je finirai avec la citation du premier Philippe de Clémenceau, qui disait que, enfin lui il disait, vous savez, la guerre c'est quelque chose de trop sérieux pour qu'on la confie à des militaires, mais de la même façon, je pense que la santé c'est quelque chose de trop précieux pour la confier à la médecine. Voilà. Portez-vous bien et ne prenez pas trop de médicaments.